Le problème, c'est Macron qui estime que de toute façon, il ne choisira pas ce que le peuple aura demandé, ce qui est le démocrate, car nous sommes dans une dictature à bas bruit. Mais ces gens-là n'ont que le souci de leur petit parti. C'est la France qu'il faut réunir. Moi, j'en peux plus, moi, de ces gens qui pensent à la moitié de la France, et éventuellement une partie de la France, un tiers de la France, je dirais, et le tiers qui ne vote pas. Il y a ceux qui votent à droite, ceux qui votent à gauche, et ceux qui ne votent pas. C'est ceux-là qui m'intéressent, moi. Les gens simples, les gens modestes que je rencontre, qui me disent j'en peux plus de leurs conneries, je vote plus, c'est des gens... Un geste, une parole, une crise... Le monde bouge et votre argent aussi. Que se cache-t-il derrière? Découvrez-le sur Instant T. Abonnez-vous et activez la cloche. Hop, et pour nous tous. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire exactement, Michel Onfray, quand il parle de dictature à bas bruit? Écoutez bien ce passage. Il était invité sur Europe 1 et CNews, et voici ce qu'il dit. Le problème, c'est Macron qui estime que de toute façon, il ne choisira pas ce que le peuple aura demandé, ce qui est le démocrate, car nous sommes dans une dictature à bas bruit. Et j'ai craint de devoir enlever un jour le mot bas bruit. Nous sommes dans une dictature à bas bruit parce qu'on se moque de ce que dit le peuple depuis 2005. Et à chaque fois que Emmanuel Macron a perdu des élections, il a fait comme s'il les avait gagnées. Je renvoie à toutes les élections, les législatives, celles qui sont issues des dissolutions, les européennes qu'il a perdues à chaque fois. Il a gagné 2 fois au présidentiel, dans les configurations que nous savons, qui consistent à pousser Marine Le Pen le plus loin possible pour qu'elle soit au second tour. Une fois qu'elle est au second tour, à la nazifier, à la fasciser. Ça ne s'appelle pas de la démocratie, ça n'est pas du débat. Si Madame Le Pen est fasciste et nazie, qu'on le dise, qu'on le montre, et qu'on la mette en prison, et qu'on fasse un vrai procès, etc. etc. Si c'est la même chose avec Jean-Luc Mélenchon qui est sorti de l'arc républicain, qu'on en fasse la démonstration, qu'on le prouve et qu'on le fasse. Alors, oui, à première vue, ça peut paraître excessif. Le mot dictature, il choque. Mais quand on écoute bien, Onfray ne parle pas de violence, il parle d'un glissement. D'un système où le peuple a de moins en moins de poids, où les décisions viennent d'en haut, où le débat devient quasi impossible. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ce glissement, il a des conséquences réelles, économiques et géopolitiques. Quand un pays entre dans ce genre de logique, la confiance s'effrite, les investisseurs doutent, les marchés se tendent, les entreprises hésitent, et derrière, c'est tout un équilibre financier qui se dérègle. Regardez les chiffres, la dette publique française frôle les 115% du PIB. Les taux d'intérêt montent, le déficit se creuse. Dans ce contexte, si les institutions semblent fragiles, si la gouvernance paraît verrouillée, l'économie, elle, ralentit. Parce que l'économie, c'est avant tout une affaire de confiance. Et sur le plan géopolitique, c'est pareil. Une France qui paraît étouffer le débat, qui n'écoute plus ses citoyens, perd de l'influence. Elle pèse moins en Europe, elle attire moins les partenaires et elle devient moins prévisible sur la scène internationale. En clair, ce que dit Onfray, c'est pas juste une critique politique, c'est un signal d'alerte. Un rappel que quand la démocratie s'endort, tout le reste finit par suivre. L'économie, la diplomatie et même la confiance des Français dans leur avenir. Et c'est là que ces mots prennent une autre dimension. Parce que si on regarde bien, cette dictature à bas bruit, ce n'est pas seulement un problème politique. C'est peut-être la traduction d'un système à bout de souffle où les élites gèrent mais ne représentent plus. Onfray met les mots, mais les faits, eux, sont déjà là. Dans cette réflexion, Michel Onfray ne s'arrête pas à une idée générale. Il va plus loin en citant directement Emmanuel Macron, pas pour attaquer une personne, mais pour illustrer un système, celui du pouvoir vertical, technocratique, où les décisions se prennent loin du terrain. Écoutez bien ce passage, il résume sa vision du macronisme et plus largement du rapport entre le pouvoir et le peuple en France. Michel Onfray, on va parler de Emmanuel Macron, Marine Le Pen, tous les acteurs politiques en piste. Mais que pensent les Français, à votre avis? Enfin, on sait très bien ce qu'ils pensent parce qu'ils nous le disent à longueur de journée quand on les croise dans la rue. Ils sont désespérés de ce spectacle qu'on a eu depuis une semaine, qui est un triste spectacle. Ils sont en colère, je pense, d'abord, parce que il y a quelque chose qui était insupportable. D'abord, cette façon d'envoyer des textos à 2h du matin en disant moi je suis le président qui ne dort jamais. Il ferait bien de dormir de temps en temps. Il a convoqué les partis effectivement à 2h du matin pour vendredi. Bon, pendant qu'il dort, il ne nuit pas. Mais il envoie donc des textos et il nous dit rendez-vous demain matin. Prenez le petit-déj, prenez la douche et arrivez très vite. Je veux vous voir. Sauf Marine Le Pen, sauf Jean-Luc Mélenchon. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Parce que les deux avaient déjà dit dissolution quoi qu'il arrive, censure quoi qu'il arrive. Et qu'avait dit Édouard Philippe? Lui, il avait dit, il serait temps que peut-être il démissionne et qu'il s'en aille aussi. Il a dit la même chose, Édouard Philippe. Et comme par hasard, il a été invité. Pourquoi? Le fameux socle commun sur lequel nous avons discuté. Vous aimez beaucoup ce terme, je sais. Je ne l'ai pas employé, Michel. Non, bien sûr. Mais le socle commun, c'est quoi? C'est un argument de langage. C'est une sémantique militante et politique. Il y a eu jadis le cercle de la raison. C'était concocté par BHL, par Alain Minc, par Attali. Le cercle de la raison. Si vous en êtes
bah vous avez la raison avec vous. Si vous n'en êtes pas, vous avez la folie avec vous. Vous avez la déraison avec vous. Donc là, il y a un socle commun. Et puis à côté du socle commun, il y a quoi? Il y a 10 millions de gens qui votent pour Marine Le Pen. Il y a presque 10 millions de gens qui votent pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a 30 millions de gens qui ne votent pas. Et ces gens-là, on en fait quoi? Rien. On dit juste, on se réunit entre nous. Ce qui se passe actuellement, s'il fallait vraiment une synthèse, c'est la fin d'un cycle commencé avec François Mitterrand. Pas à 81, 83 et 92. 81, c'est la gauche qui arrive au pouvoir, le Panthéon, on fait des grandes messes républicaines, ce qui permet de ne pas être républicain dans la réalité. Il suffit juste qu'on fasse croire qu'on l'est avec ce genre de choses. Et puis, avec ce genre d'événements, commémoration, panthéonisation, etc. 83, rupture de Mitterrand qui nous dit, bon finalement, on ouvre une parenthèse qui n'est pas fermée. Je pense que peut-être la parenthèse va se fermer là, ces temps-ci, dans les temps qui viennent, dans les mois. Mais de façon pacifique? Non, probablement pas. Parce que ces gens-là s'accrochent au pouvoir. Et Mitterrand dit en gros, le programme de Giscard, il est excellent, mais je peux pas trop le dire tout fort, donc on va juste dire, on va faire quelques efforts, parce que, etc. Puis on fait des efforts après, dans le genre, accueillons les migrants, le mariage homosexuel, enfin on fait, sur le sociétal, on fait la différence, en disant, nous, on est de gauche, regardez. Mais finalement, le programme politique, c'est exactement le même. Conversion abandon donc du socialisme, conversion à l'européisme, et l'européisme, c'est quoi? C'est le fameux socle, c'est le ciment du socle commun. L'européisme, c'est quoi? C'est le Parti socialiste, c'est l'UMP, c'est les Républicains d'aujourd'hui, etc., etc. Rachida Dati lui arrive de dire des choses intelligentes. Elle a dit que chez les Macroniens, il y avait des traîtres de droite et des traîtres de gauche. C'est très bien ce qu'elle dit quand elle dit ça. D'ailleurs, elle le disait quand elle n'avait pas encore trahi. Mais de fait, c'est ça le macronisme. Je rappelle quand même que Macron était ministre de Hollande, qui était un homme de gauche. Je rappelle que Attal était un homme du Parti socialiste. Je rappelle que Mme Borne était socialiste, etc. Donc dans l'opposition, la gauche se croit de gauche. Elle parle comme si elle était de gauche. Et quand elle est au pouvoir, elle gouverne comme Mitterrand avait invité à ce qu'on gouverne, c'est-à-dire l'européisme, la haine de la nation, la haine du peuple. Ce que ces gens-là ont tous en commun, c'est la haine du peuple. Car le peuple, il est plus chez Jean-Luc Mélenchon et chez Marine Le Pen que chez Gabriel Attal ou chez quelques autres, ou chez Édouard Philippe. Parlons justement de ces premiers ministres, anciens premiers ministres qui ont trahi Emmanuel Macron, que ce soit Édouard Philippe, qui a dit qu'il souhaitait une présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron parte. Oui. Gabriel Attal dit ne peut comprendre les décisions de son ancien mentor, celui qu'il a fait en politique. C'est classique, là encore, c'est vraiment le schéma classique de la trahison. Non? Mais enfin, il faut lire Tacite, et puis il faut lire les analystes de la romantique pour montrer qu'effectivement la politique c'est ça, c'est de la trahison, c'est des amis qui deviennent des ennemis. Je vous rappelle que tout le monde a trahi, que Mitterrand a trahi ses électeurs, il a trahi la gauche, il vient de la francisque et qu'il est arrivé à la gauche, que Sarkozy a trahi, que Balladur a trahi, que Chirac a trahi, que tout le monde a trahi, que Fabius a trahi à une époque. D'un seul coup, Fabius il est devenu européiste. Donc rien de nouveau sous le soleil. Hein. Non, mais c'est de la politique. Et je trouve très étonnant que des gens qui prétendent être gaullistes n'aient pas compris que le général de Gaulle avait la psychologie de chevillée au corps. L'histoire et la psychologie savaient ce qu'étaient les hommes. On va parler de Machiavel tout à l'heure. Mais il faut savoir ce qu'est la nature humaine. Elle n'est pas bonne. Je ne vais pas redire ce que je dis toujours, je suis toujours Pascal, que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures, mais on fait avec ces gens-là, et d'un seul coup on a des gens qui feignent d'être insupportés par le fait qu'on ait pu être trahi, ou qu'on ait été maltraité, ou qu'on ait été insulté. Mais c'est ça la politique. Bon. Alors, par ailleurs, je ne vois pas pourquoi il faudrait dissoudre et revoter, puisqu'il y a déjà eu une dissolution, et il y a déjà eu un résultat qui a mis le Rassemblement national en tête. Pourquoi on voudrait recommencer après, en termes de voix, entendons-nous bien. C'est-à-dire qu'après, en termes de sièges, mais on sait comment les découpages électoraux sont faits, c'est-à-dire que quand vous pesez 1%, vous avez 20 députés, quand vous en pesez 40, vous finissez par en avoir 3. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire des découpages. Donc si vous prenez en termes de voix, Marine Le Pen est arrivée en tête. Ensuite, le NFP, etc. Puis ensuite, les fameux socles communs. C'est la même chose avec Jean-Luc Mélenchon, qui est sorti de l'arc républicain, qu'on en fasse la démonstration, qu'on le prouve et qu'on le fasse dignement et sereinement. Je pense simplement que ces gens-là ont tous en commun, quand je dis ces gens-là, le fameux socle commun, la détestation du peuple. Alors moi, je n'appelle pas à une dissolution avec une élection nouvelle, puisque je sais comment il va se comporter, Emmanuel Macron, dans une configuration comme celle-ci. Il dira encore, s'il a perdu, même massivement, que pour le bien de la France, il est obligé de renommer
un Xème, un nouveau... Sauf s'il y a un résultat, clair. Non, mais lui il dira que la France ne le permet pas. Et quand on nous dit élément de langage, que j'entends sur tous les plateaux, il voulait, avec la dissolution, que le Rassemblement national arrive en tête et qu'il puisse être dans une logique de cohabitation, de sorte qu'il aurait pu comme ça partir en disant vous avez vu, etc., etc. Mais c'est faux. Il avait la possibilité, après, c'est un élément de langage que je ne comprends pas, sauf peut-être une bêtise ou un jugement à courte vue, mais il lui suffisait dans ces cas-là de dire mais vous avez voté majoritairement en voix pour Marine Le Pen, je mets donc Jordan Bardella, etc. Il ne l'a pas voulu. Tous ces gens-là ne veulent pas des peuples. Ils ne veulent pas ils détestent Trump pour cette raison-là. Ils détestent Orban pour cette raison-là. Ils ont détesté Meloni pour cette raison-là. Et Meloni, elle a mis 3 mois à plier les Gaules et à dire je regrette tout ce que j'ai dit. Je suis une gentille. Madame Ursula von der Leyen, elle est formidable. On va beaucoup vous aider, etc. Et puis il y a eu Polemos, et puis il y a eu Syriza. À chaque fois que le peuple a dit quelque chose, on a dit au peuple tais-toi. Et le peuple, je le pense, en colère parce qu'il comprend bien. Enfin, moi je le dis depuis 83. À l'époque, j'écrivais pas. J'étais un jeune homme. Mais dès que j'ai commencé à écrire, je l'ai dit, et depuis 92, le traité de Maastricht, on a ça en commun, Philippe de Villiers et moi, qui a titré son livre d'ailleurs populistique d'un joli mot qui fait effectivement la synthèse de ce qui se passe actuellement, c'est une détestation du peuple, c'est un mépris du peuple. Et quand Jean-Luc Mélenchon dit on n'a pas peur des urnes, mon œil. Je veux dire que s'il va aux urnes, il sait très bien qu'il va être distancé, sauf à faire copain-copain avec les socialistes. C'est peut-être pas forcément assuré cette fois-ci. Et que si vraiment il veut que le peuple aille aux urnes... La gauche sait toujours s'unir, Michel. Oui, absolument, vous avez raison. Une fois, vous êtes plus pessimiste que moi. En tout cas, sur Emmanuel Macron, le fait est qu'il y a 61% des Français, selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 JDD, qui veulent la démission d'Emmanuel Macron. C'est rarissime. Oui, mais on ne change pas la psychologie d'un homme. C'est pas compliqué de se dire s'il refait des élections, il va se recomporter comme avant. Et il méprise le peuple. Alors les autres étaient plus malins. Les présidents de la République précédents étaient plus malins, plus finauds, plus rusés, plus matois. Lui, il est infatué de lui-même. Et donc il dit ce qu'il pense, il n'y a pas de filtre et il n'y a pas de surmoi. Il méprise les gens. Je rappelle quand même que ce saint homme qui est devenu monsieur Le Cornu, c'est quand même l'homme qui a détruit les Gilets jaunes. Je vous rappelle que pour calmer les Gilets jaunes, on avait fait quelque chose de formidable. Parce que là, le grand débat. Le grand débat. Les états généraux et les cahiers de doléances. Là, on retrouve les grands mots de la Révolution française. Et d'un seul coup, la France est contente, on peut flatter son orgueil et sa vanité, c'est pas ce qu'elle a de mieux, la France, dans ces cas-là, mais... Et d'un seul coup, on refaisait le grand coup de 1788, 89, et 89, avant la République de 92, et là, d'un seul coup, on faisait des cahiers, et on demandait aux gens leurs doléances, etc. Et on en a fait quoi ? On a fait quoi ? Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Qui les a aujourd'hui, Michel Onfray ? Et apparemment, c'est dans les caves des préfectures. Qui a organisé ça ? Un monsieur qui s'appelle Sébastien Lecornu. Donc voilà quelqu'un qui a dit, voilà le fonctionnement. De Gaulle, moine soldat, le devoir, etc. Non, on n'est pas de Gaulle et on n'est pas moine soldat, on n'est pas animé par le devoir quand on a mis le feu aux cahiers de doléances qui ont été faits au moment des Gilets jaunes parce qu'il fallait calmer le jeu par tous les moyens. Et là, les moyens, c'est laissez-les causer, le petit peuple, le bon peuple. Causez, venez dans les préfectures, dites-nous ce qui ne va pas, rédigez. Moi, j'ai vu des gens modestes à la télévision, je ne sais pas, rédiger leurs choses, mais vraiment, c'était formidable. Le peuple qui, avec son stylo bille, était en train d'expliquer son problème à lui, ses problèmes de gabelle, ses problèmes, les problèmes des droits féodaux de l'époque de 1788. Et là, je me disais, mais tout ça, c'est formidable. On sollicite le peuple, il va donner son avis, avec tous les traitements informatiques aujourd'hui, cette espèce de grand socle populaire, pour le coup, va donner un programme, et peut-être va-t-il écouter ce programme. Et tout ça a été mis dans les poubelles des préfectures. Merci, monsieur Lecornu. D'accord, ça veut dire qu'aucune solution ne pourrait... Ce qu'il dit là, c'est fort. Parce que derrière le nom d'Emmanuel Macron, Onfray parle surtout d'un modèle de gouvernance. Un modèle qui mise sur la technocratie, sur la rationalité économique, sur le pilotage par les chiffres, mais qui peu à peu oublie l'humain. Et ça, économiquement, ça se paie. Quand les décisions viennent d'en haut, sans ancrage dans le réel, les tensions sociales augmentent. Le pays se fragmente. Et cette fracture, entre ceux qui décident et ceux qui subissent, finit toujours par se refléter dans les chiffres. Moins d'investissement, plus de fuite des talents, une consommation qui stagne, une dette qui explose. Et sur le plan géopolitique, ce même modèle crée un effet miroir. Une France qui paraît arrogante, centralisée, donneuse de leçons, alors qu'elle-même peine à écouter ses propres citoyens. C'est là que le propos d'Onfray prend toute sa dimension. Il ne parle pas d'un homme, mais d'un système occidental en fin de cycle.
Un système où la démocratie formelle existe encore, mais où le pouvoir réel s'est déplacé vers les technostructures, les marchés et parfois vers des institutions que plus personne ne contrôle vraiment. Ce n'est donc pas une simple critique du président, c'est une question de fond. Peut-on encore parler de démocratie quand tout semble décidé d'avance ? Et surtout, quel impact ça a sur la stabilité économique et politique d'un pays comme la France ? Ce qui est sûr, c'est que l'avenir économique et géopolitique de la France dépendra d'une chose, la capacité à redonner du sens à la parole du peuple. Si cette réflexion t'a parlé, abonne-toi pour ne rien rater.